Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Les Tontons Farmers. Alors une émission qui... Les Tontons Farmers, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture. Une émission animée par Jean-Paul Hébrard de TV Agri. Une émission pour vous, les agriculteurs. Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27. Une émission de TV Agri en partenariat avec l'association Co-Farming et nos partenaires de toujours. J'ai cité la Banque Populaire et le groupe Agrica. Alors, qui sont les tontons farmers sélectionnés cette semaine? Ils gagnent souvent, il faut l'avouer, mais c'est normal car c'est le boss de l'association du Co-Farming qui est partenaire de l'émission, donc on est un peu obligé. J'ai nommé Jean-Baptiste Vervy qui, quand il a un peu de temps, cultive des céréales dans la Marne. Et cette année, il faut pas se plaindre pour les semis, Jean-Baptiste. Oui, contrairement à l'année dernière, ils n'ont pas encore pourri par l'excès d'humidité, donc c'est pas mal, c'est plutôt bien parti. Voilà, non, c'est bien. En ce moment, ça, voilà. Et la Bretagne n'a pas été oubliée cette semaine puisque le second tonton farmer est breton. Il s'agit de Kevin Richard, fondateur de Ferme Direct. Kevin, en une phrase, pas plus, une seule phrase, c'est quoi Ferme Direct ? Bonjour Jean-Paul. Ferme Direct, c'est une plateforme de commercialisation de produits agricoles. On accompagne la structuration de filières tracées. Alors, le troisième tonton représente la région Rhône-Alpes. J'ai cité Anaël Bibard. Il est d'ailleurs sur un parking d'un magasin Auchan, je crois, tout près de Lyon. Le fondateur de FarmLip. Tu étais déjà sélectionné la semaine dernière, Anaël. Ça fait un peu louche, non ? Ah, c'est la chance ou alors le népotisme, je sais pas. Mais là, attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Notre quatrième tonton est une jeune dame. Et en plus, c'est une écolo qui découvre le monde agricole. Elle s'appelle Gabrielle Dufour. Elle travaille pour Data Farm. Alors, toujours écolo, Gabrielle ? Ah, c'est gentil de me poser la question. La dernière fois, tu m'as traité d'écolo repenti. Donc, je suis toujours écolo, oui. Je suis toujours écolo. Je pense que l'écologie fait partie, c'est un fil conducteur dans ma vie perso et professionnelle. Maintenant, peut-être que Benoît Biteau me trouvera un peu moins écolo que certains d'entre vous. Gabriel, on verra. Gabriel, t'as cassé tout mon effet là. Normalement, je devais le présenter après Benoît Biteau. Donc, je continue. Merci en tout cas, c'est sympa. Alors, les tontons, la semaine dernière, vous en souvenez, c'était Arnaud Montebourg. Tout allait bien, tout le monde était d'accord. Bon, là, cette semaine, vous n'allez plus faire les malins. C'est du lourd. C'est un paysan que l'on accueille, un vrai, un qui n'a pas la langue dans sa poche. On peut pas dire qu'il fait consensus dans le syndicalisme agricole majoritaire. Il est connu comme le loup blanc. Je vous demande d'accueillir Benoît Biteau, paysan et député européen Europe Écologie Les Verts. Salut Benoît. Tu préfères dire d'ailleurs que tu es plutôt paysan ou plutôt agriculteur ? Ah oui, les deux. J'ai plus de mal avec l'appellation exploitant, exploitation ou le verbe exploiter. Mais voilà, paysan, c'est bien. Agriculteur, ça me correspond aussi. Il n'y a pas de souci. Rappelle-nous, tu es agriculteur où ? Alors, je suis agriculteur en Charente-Maritime, sur une zone que vous connaissez tous, qui est le bassin ostréicole de l'huître de Marennes-Oléron. C'est bientôt la saison, on approche des fêtes de Noël. Et je suis agriculteur dans une structure qui est plutôt une grosse structure, qui fait 250 hectares, où la moitié sont en prairies permanentes ou temporaires pour accueillir 5 ateliers d'élevage, des vaches maraîchines pour la viande, des chèvres poitevines pour faire du lait transformé à la ferme et vendu à la ferme. D'ailleurs, la viande aussi de bovins est vendue à la ferme. Et puis, j'élève aussi des chevaux de trait et des baudets du Poitou et des poules de marans pour faire de l'œuf extra roux. Ça, c'est des productions végétales sur la moitié de la surface. Donc, les productions grande culture, on va dire, sont dédiées à l'alimentation humaine, 17 ou 18 espèces différentes. Donc en grande culture sur 120 hectares à peu près, et la diffusion se fait presque exclusivement par les biocoop. Bon alors Benoît, t'as bien compris que t'es tombé dans un traquenard parce que à part peut-être Gabrielle, les tontons ils sont pas franchement écolos, mais on aura l'occasion d'en parler. D'ailleurs, on va démarrer par l'actu de la semaine qui t'a le plus énervé, Kevin. Eh bien, Jean-Paul, merci déjà. Ce qui m'a énervé, moi, c'est un reportage qui a été diffusé hier soir sur France 3, une nouvelle attaque sur la Bretagne qui serait une terre sacrifiée. Avec
Même si on part de loin, effectivement, sur les nitrates, qui était un des sujets principaux du reportage, là, c'est clairement n'importe quoi. On a eu un enchaînement de poncifs qui écarte 30 ans de travail collectif qui a été fait sur ce sujet-là. Je suis allé faire un petit tour des chiffres ce matin et sur le site de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, on voit que sur les 25 dernières années, les nitrates ont baissé de 25%, que 86% des points de contrôle en Bretagne montrent une conformité toute l'année aux normes européennes, alors qu'en France, on n'est qu'à 81% sur ce critère. Et que si on compare avec l'Île-de-France, depuis 2012, c'est 25% des points de contrôle en Île-de-France qui, eux, ont vu leur taux de nitrate augmenter. Et donc, on peut se poser la question de quand est-ce que ces données ont été prises et, enfin, voilà, sur quoi se base ce reportage pour partir d'abord sur les nitrates, puis sur les COP et les industries qui sont montrés comme de grands méchants sanguinaires qui empoisonnent les animaux, trucident les agriculteurs et bientôt mangent les enfants. Voilà. On est arrivé à un stade où s'ils mettaient autant de temps et d'efforts à sourcer et à fiabiliser leurs infos que ce que mettent les agriculteurs et les filières dans la protection des cours d'eau, notamment en Bretagne, on pourrait peut-être espérer un traitement raisonnable des sujets agricoles. Ça y est, c'est la faute aux journalistes, c'est ça? Aujourd'hui, la Bretagne, c'est pas ça, quoi. On a vu cette semaine un éleveur finistérien qui a montré une belle fresque très très sympa après s'être fait attaquer son élevage par des animalistes qui étaient venus taguer partout, et il a remplacé ça par une fresque très Kevin, ouverte. Si tu permets, on va continuer l'émission quand même sur les autres rubriques. Benoît Biteau. Alors, moi, je t'écoute. Alors, moi, j'ai pas vu le reportage. En revanche, je suis très proche de quelqu'un qui compte en Bretagne et qui a attrapé à bras-le-corps le sujet des algues vertes, c'est Thierry Burlot. Thierry Burlot, qui est vice-président de cette région Bretagne, qui est le président du comité de bassin agence de l'eau Loire-Bretagne et qui est également, depuis le début de l'année, président de l'Office français pour la biodiversité. Et j'ai beaucoup de respect pour cet élu. Alors, vous le savez, je suis aussi conseiller régional et c'est par ce biais-là que j'ai eu le plaisir de sympathiser avec Thierry. Et j'ai beaucoup de respect pour Thierry parce que, justement, et les données que vous venez de citer sont exactes, c'est-à-dire qu'on part de très très loin et on ne peut pas contester la volonté de ce vice-président de la région Bretagne pour essayer de faire avancer les choses sur ce sujet-là. Et la force de Thierry, c'est que justement, il avance avec la profession agricole. Le sujet est tellement compliqué que effectivement, on n'arrivera pas à gérer les algues vertes, en tout cas dans la dernière étape, parce que il faudrait descendre, là aujourd'hui, le taux de nitrate constaté dans les cours d'eau est autour de 30 mg par litre, ce qui est quand même inférieur à la norme, puisque c'est 50 mg. Mais on sait que sur la problématique bretonne, pour régler définitivement les algues vertes, il faut descendre à environ 10 mg. Et le delta là entre ces 10 et 30 mg sera beaucoup plus dur à aller chercher que les dizaines de milligrammes qui ont été réduits dans cette dernière décennie. Et donc, je pense que effectivement, il y a encore une marge de manœuvre, mais c'est effectivement pas en montrant du doigt les acteurs dont on aura besoin pour atteindre ce seuil de 10 mg et faire disparaître les algues vertes qu'on y arrivera. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon mode de fonctionnement. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le dialogue. Quand j'étais vice-président de la région Poitou-Charentes, j'ai fait la démonstration que je pouvais dialoguer même avec des agriculteurs et des organisations agricoles qui n'étaient pas forcément sur la même ligne que moi. Et je pense que c'est la bonne méthode. Après, la Bretagne, on part de loin. C'est-à-dire que dans cette logique, et ça renvoie sur le développement agricole dans sa globalité, dans cette logique où on a cherché à spécialiser des zones géographiques sur des productions, eh bien, on arrive à des situations qui sont un peu incohérentes, c'est-à-dire des excès d'azote comme on le voit en Bretagne ou des excès de phosphore quand on le voit en Bretagne, et des zones déficitaires, comme les zones céréalières, où on est obligé d'utiliser de l'azote de synthèse, par exemple. Benoît, il faut faire plus court, sinon on va pas arriver à faire toute l'émission. On va pas y arriver dans le temps donné. Alors déjà, j'ai coupé à Kevin, maintenant il faut que je coupe aux députés européens. Non, il faut faire des réponses courtes parce qu'on a plein de choses à voir ensemble. Si ça te va. D'ailleurs, on a une bonne idée à présenter aux députés européens, une bonne nouvelle plutôt qu'une bonne idée, une bonne nouvelle de la semaine, et c'est Gabriel bien sûr qui nous la présente, sans rien dévoiler de la fin. Gabriel. C'est une bonne idée plutôt, non ? Bonne idée.
que d'intégrer un data center dans la circularité d'un méthaniseur agricole. C'est, je trouve, une très bonne idée. Donc nous, on a eu cette idée chez DataFarm, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne connaissent pas la méthanisation agricole, c'est un milieu fascinant qui transforme les déchets agricoles, donc les fumiers, les lisiers, les déchets verts, en énergie décarbonée, le biogaz, et en fertilisant, donc le digestat. Ça le processus améliore les performances agroécologiques de la ferme, tout en donnant une nouvelle dynamique et un revenu supplémentaire aux agriculteurs. Alors ça existait avant nous. Nous, avec DataFarm, on a trouvé une solution pour utiliser l'énergie du biogaz pour alimenter directement un data center, tout en utilisant tous les flux de chaleur de façon circulaire, ce qui permet d'améliorer les performances énergétiques de la cogénération et du data center, et de décarboner le numérique grâce aux agriculteurs. Donc en gros, un data center à la ferme, alimenté à la bouse de vache, en quelque sorte. Benoît, est-ce que tu vas en installer un data center dans l'unité méthanisation que tu vas mettre dans ta ferme? Il y a peu de chance. Pas de projet de méthaniseur sur ma ferme, tout simplement parce que j'élève mes animaux en plein air et que je collecte très peu d'effluents d'élevage, excepté du fumier d'âne et de chevaux et un peu de fumier de chèvre, mais mes bovins sont en extérieur et donc j'ai pas de méthaniseur. Mais en revanche, la méthanisation, effectivement, tout ce qui permet d'améliorer l'utilisation de la cogénération de chaleur et d'énergie, moi j'ai pas d'objection contre ça, au contraire. Bon, alors on va attaquer Oui, allez-y. La méta, excusez-moi, mais pour avoir des projets de méta à côté de chez nous là qui se montent, c'est quand même pas toujours bien vu, y compris peut-être par une branche très verte des écolos, mais et là on a l'impression des fois c'est un peu schizophrène cette affaire-là quand les gars ils essayent de capter le CH4, le transformer, tout ça. On va avoir un problème de flux de camions qui est sur la route, on veut surtout pas à côté de chez soi et des fois c'est pas toujours évident à suivre d'ailleurs les positions un peu écolo parce que on a l'impression d'aller dans le bon sens avec ce type de projet. Eh bien non, on se fait tailler parce que ça va provoquer des bombes, des flux de camions et tout ça. Donc, moi, on a un projet, j'ai vu des projets mettre 5 ans avant de poser la première pierre à des centaines de milliers d'euros, rien que pour les études et les objections et les blocages. Oui, tout à fait. L'acceptabilité sociale, ça devient un vrai problème et il est vraiment conseillé aux agriculteurs qui souhaitent s'installer de faire de communiquer avec l'environ. Exactement, oui. Et il y a même des associations qui sont en train de travailler dessus. Il y a Énergie Partagée, par exemple, qui propose une charte entre les agriculteurs méthaniseurs qui veulent s'installer et les riverains. Oui. Ils leur proposent même de rentrer dans une partie du capital. Enfin, il y a des échanges qui sont intéressants, mais en effet, oui, l'acceptabilité c'est important. Alors il faut aussi donner sa chance à l'agriculteur de se faire écouter, d'écouter le projet. Il y a de très beaux projets qui permettent du développement économique local, de faire travailler des agriculteurs, d'améliorer, comme je disais, les performances agroécologiques. Tous les méthaniseurs, la grande majorité des méthaniseurs, c'est vraiment une plus-value aussi pour les territoires. C'est une façon aussi de donner du dynamisme aussi à l'élevage et de permettre à certains élevages qui hésitaient à arrêter de continuer, de donner envie aux jeunes aussi de s'installer. Gabriel. Donc je pense que oui, pardon, simplement. Benoît Vito, il en pense quoi si Gabriel laisse un peu la parole? Non, juste, Gabriel, moi je voulais réagir quand même rapidement sur la méthanisation. Moi je pense que les projets de méthanisation, il faut les examiner au cas par cas. Il y a des très très bons projets de méthanisation et je suis à l'aise avec ça parce que moi j'ai 2 projets à peu près à 5 km à vol d'oiseau de part et d'autre de ma ferme, donc 2 projets que j'ai lourdement soutenus parce que c'est des très bons projets. En revanche, on a des projets de méthanisation sur lesquels moi objectivement j'ai manifesté mon opposition tout simplement parce que c'est la méthanisation qui était l'ambition du projet et on crée les infrastructures devant la méthanisation pour que la méthanisation soit au bout du bout.
Et je pense que la bonne façon d'approcher la méthanisation, c'est de collecter des déchets, des effluents d'élevage qui sont déjà existants pour effectivement les valoriser, mais créer de la méthanisation et dire après on va mettre les élevages autour de la méthanisation et qui conduit à des projets de type ferme de 1000 vaches, je pense que là c'est dévoyer une démarche qui peut avoir un intérêt et je pense que c'est pas servir la cause de la méthanisation que de fonctionner sur des projets construits comme ça. Et d'ailleurs la méthanisation fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux avec Béatrice Moreau qui dit la méthanisation est un outil industriel qui va à l'encontre des idées écolo. Que pensez-vous de cela? Mais je crois que vous avez déjà répondu. Et puis aussi, tout est bien tant que c'est pas à côté de chez soi. C'est vrai que on en parle en général en bien, mais quand on l'a à côté, quoique, là c'est à 5 km, c'est pas loin. Rémi M qui dit Gabriel, le problème est la compatibilité au dogme. Et Rémi dit aussi d'ailleurs que Benoît Biteau l'a bloqué sur Twitter, je crois, notamment. Donc ça c'est un petit message personnel au passage. Alors, Benoît Biteau j'aimerais non pas Gabriel que Benoît Biteau. Je sais pas qui est l'interlocuteur, mais c'est arrivé que il y a une dizaine de personnes que j'ai bloquées sur Twitter. Moi je suis très ouvert au débat, mais il faut être respectueux. Et les insultes, les calomnies, les diffamations et les mensonges, j'ai du mal, et donc je bloque. Et voilà. Et il y a une vous m'avez dizaine. pas bloqué, non. Je pense que Rémi s'est trompé. Hein. Non, jamais été. Mais Rémi, il parlait pas de Gabriel. Benoît Biteau. Il parlait de Benoît. Qui avait été... Voilà, donc Benoît a répondu. Okay. C'est bien, on s'écoute là, on échange bien, on est bien parti. Moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de la PAC. Il s'est passé quand même quelque chose cette semaine. Alors, Benoît, il faut me dire si j'ai bien compris ou pas. Globalement, il y aurait une menace de retirer le projet. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Est-ce que c'est un coup d'esbrouf? Qu'est-ce qu'il en est? Non, il faut pas négliger cette hypothèse. Donc Frank Timmermans, qui est le vice-président de la commission en charge des questions d'environnement, d'agriculture, effectivement depuis la première réunion de trilogue, donc ce qu'on appelle le trilogue, c'est l'étape de discussion entre le Conseil des ministres des États membres, la Commission qui est l'auteur de cette PAC et les représentants du Parlement européen qui ont travaillé sur la PAC qui a été votée par le Parlement européen. Et donc lors de la première réunion de trilogue, il a menacé effectivement de retirer cette PAC pour une raison assez simple qui peut s'entendre, qui consiste à dire que cette PAC ne permet pas d'atteindre les objectifs de stratégie proposés par la Commission, qui sont la stratégie pour la biodiversité et la stratégie de la ferme à la fourchette. Et donc, il considère que la copie n'étant pas au rendez-vous des ambitions de ces deux stratégies, la Commission pourrait les retirer. Moi, je dis pourquoi pas. Mais ce que je regrette, c'est qu'il ne l'ait pas fait avant que le Conseil donne un avis sur cette copie rédigée par la Commission, donc qu'il représente quand même, et avant que le Parlement européen s'exprime par un vote. C'est tordre le bras à la démocratie. Donc moi, je suis d'accord sur le fait que cette PAC n'est pas bonne et qu'on aurait dû la retravailler plus en profondeur. Mais le faire maintenant et tordre le bras à la démocratie, ça me pose un problème dans ma fibre républicaine et démocratique. Et quand il dit que ça va pas assez loin sur le plan écolo. Et justement, le titre de l'émission, c'est les écologistes peuvent-ils imposer leur vision de l'agriculture? C'est un titre un tantinet provocateur. Mais déjà, vous l'avez imposé, votre vision à l'agriculture, parce que 50% des aides vont être éco-conditionnées. Pas du tout, puisque on parle d'éco-régime, et les éco-régimes, suivant la vision du Conseil des ministres, c'est 20% du premier pilier, hein, c'est pas 20% de l'enveloppe globale, c'est 20% du premier pilier, et suivant le Parlement européen, c'est 30%. Donc, et dans les éco-régimes, il n'y a pas que des entrées, même si on parle d'éco-régime, il n'y a pas que des entrées écologiques. Moi, je vois des gens qui sont ici de ferme directe, de Jean-Baptiste Verdi qui est très attaché au numérique. Il y a par exemple un éco-régime qui est très tourné vers la digitalisation de l'agriculture et si pour valider ces 20 ou 30% en fonction de la copie qui est retenue, il faut contracter un éco-régime, la digitalisation de l'agriculture peut être un éco-régime. Donc c'est pas une vision extrêmement écologique de l'agriculture, même si effectivement la modernité, la technologie peut accompagner effectivement un verdissement de l'agriculture. Et ce qui se passe entre la Pologne et la Hongrie, est-ce que ça peut remettre en cause le budget et donc quelque part aussi la PAC? Ou est-ce que c'est juste ils ont besoin de cet argent, les Polonais et les Hongrois, donc je pense qu'ils vont faire marche arrière?
Ah ben c'est même sidérant ce qui est en train de se passer parce qu'ils contestent l'état de droit. Et si on fait le lien avec la PAC, alors effectivement, vous avez bien tous compris le parallélisme des formes, c'est-à-dire que là on est sur ce qu'on appelle le budget de l'Union européenne qui est voté pour 7 ans, et la PAC est également un dispositif voté sur 7 ans, et donc c'est le parallélisme des formes entre le budget et la PAC, puisque la PAC puise dans le budget de l'Union européenne, pour un tiers du budget d'ailleurs, pour construire sa politique. Mais ce qui est quand même formidable, c'est que Viktor Orban a fait l'objet d'une enquête du New York Times où on montre qu'il détourne des dizaines de millions d'euros de la PAC et que là, il est en train de financer sur le vote du budget parce qu'on lui demande de respecter l'état de droit. Enfin, je trouve ça assez incroyable de la part de Viktor Orban. Sa position, en tout cas pour lui, c'est pas tenable 2 minutes. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on l'a dit dans différentes émissions sur TV Agri, je pensais que c'était la République tchèque qui posait problème, surtout sur le détournement des fonds. Non, on a un vrai problème. On a un problème aussi en République tchèque avec Babiš, qui a détourné des fonds, mais Viktor Orban a également été épinglé. Et il a fallu qu'on lève son immunité parlementaire d'ailleurs. Il a été épinglé pour un détournement d'aide de la PAC de plusieurs dizaines de millions d'euros. Bon, il y a du boulot. Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27. Et c'est bien, ça réagit et on va attaquer par les choses sérieuses à présent, puisque Benoît, en tant que député européen, il faut bien écouter l'idée qui suit. C'est une idée qu'il faudra peut-être porter haut et fort, car c'est une bonne idée, enfin moi je pense. Et Anaël, bon courage pour la défendre. Monsieur Biteau, je suis sûr qu'on peut se rejoindre sur un point essentiel et on peut même vous aider à faire avancer l'agriculture vers du mieux pour la planète et en mettant d'accord aussi les agriculteurs conventionnels. Ce sujet, c'est le carbone. Vous n'êtes pas sans savoir que les projets agricoles aujourd'hui n'ont pas accès au marché réglementé des quotas carbone mis en place par l'Union européenne suite au protocole de Kyoto. D'un autre côté, on a les négociations, on le voit sur le verdissement de la PAC qui rencontrent des difficultés un peu plus fortes de jour en jour. Donc notre proposition, c'est de créer un 3e pilier pour la PAC, un pilier carbone. C'est un enjeu essentiel, le climat, donc autant y aller à fond. Et ce pilier, il pourrait financer les projets de filières ou de collectifs d'agriculteurs engagés dans les démarches favorables au climat. Et c'est pas tout. La cerise sur notre gâteau, c'est qu'on sait comment le financer sans perdre 10 ans de négo pour trouver des sous et rajouter ça au budget. Il faut ouvrir le financement de ce 3e pilier à ce marché réglementé des quotas carbone. Il faut savoir qu'il y a 11 000 sociétés européennes qui payent ou ne payent pas ou qui reçoivent des quotas aujourd'hui, des quotas carbone avec un marché qui représente environ 14 milliards d'euros par an. Et ce projet pourrait permettre à ce nouveau système de verser les montants de ces quotas de ces entreprises au financement de ce 3e pilier de la PAC. Et pour garantir le résultat de cette politique, aujourd'hui, il existe des solutions. Il y a des outils de garantie de résultats, de mesure in situ, le label bas carbone, qui permettront de tracer les résultats dans le temps de ces projets collectifs agricoles de stockage du carbone. Donc, Monsieur Biteau, qu'est-ce que vous pensez de cette solution qui pourrait être utile au climat et à l'agriculture? Alors, Benoît Biteau, qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Jean-Paul. Ouais. Benoît Biteau, qu'est-ce que vous pensez? C'est à moi? Ouais. Alors moi je dis souvent que l'agriculture est un enjeu central sur la problématique du climat pour des raisons très simples à comprendre. C'est que l'agriculture est victime du changement climatique, c'est pas contestable. On le voit dans les épisodes de fortes pluies où on constate des inondations, des situations. On parlait juste avant l'émission des semis de l'année dernière qui avaient pourri. Donc on voit bien que l'agriculture peut être victime du changement climatique. On le voit aussi avec les épisodes de sécheresse, de canicule. Donc l'agriculture victime du changement climatique, elle en est en partie coupable aussi par rapport à ses propres émissions de gaz à effet de serre, mais elle peut être la solution, et je mets la solution avec un grand L et un grand A, parce qu'elle occupe 60 à 70% des territoires et qu'on peut mobiliser ces surfaces agricoles dans la séquestration de gaz à effet de serre et donc dans des logiques effectivement liées au carbone. Après, est-ce que c'est par les quotas carbone qu'on va y arriver? Je sais pas. Est-ce que c'est le 3e pilier
c'est la première fois que je suis honnête avec vous. Hein. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de cette hypothèse de troisième pilier. Donc, pourquoi pas. C'est pas pour rien que les tontons réfléchissent. Hein. Ouais. Non, mais moi, je suis aussi là pour écouter des propositions qui remontent du terrain. C'est aussi le rôle d'un élu. J'ai pas balayé d'un revers de la main cette hypothèse. Est-ce que le financement c'est par ces quotas carbone? Je sais pas. Moi, j'ai l'habitude de dire, je vous dis ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'aujourd'hui on mobilise beaucoup de politiques qui sont des politiques curatives pour essayer de régler les problèmes liés à la biodiversité, liés au changement climatique, liés à la santé. Moi, ce pourquoi je plaide depuis longtemps, c'est de dire arrêtons avec ces politiques curatives qui sont horriblement chères et mobilisons les crédits qui sont déjà existants sur ces politiques curatives et redéployons ces budgets sur l'accompagnement de l'agriculture pour accompagner les agriculteurs dans des logiques qui permettra de rémunérer, et je parle bien de rémunération, parce que l'agriculture rendrait un réel service à l'intérêt commun sur le sujet du climat, sur le sujet de la biodiversité, et ça peut se passer sans avoir recours à de nouveaux financements, de nouvelles pressions fiscales. C'est juste du redéploiement de politiques publiques déjà existantes qui sont aujourd'hui mobilisées sur des solutions curatives et qu'on pourrait utiliser sur des solutions d'anticipation et de prévention. Après, sur l'idée d'un troisième pilier dédié au carbone, moi je suis prêt à étudier, faut fouiller, je peux pas vous répondre comme ça, mais comme ça, instinctivement, de prime abord, j'ai pas d'objection, au contraire, moi je suis prêt à regarder et à fouiller cette piste. Bravo Anaël. Un point de marqué. Alors là, on va plonger dans le sujet des bassines et je pense qu'on va plonger dans la discorde. Alors les bassines, pour ceux qui auraient oublié, c'est des réserves d'eau et c'est Adrien qui nous dit il vaut mieux gérer l'eau et créer des grands projets de stockage d'eau, c'est pas forcément des bassines. Là-dessus, j'ai vu des manifs avec Benoît Biteau en tête. Effectivement, c'est pas vraiment ta tasse de thé. Je suis très à l'aise avec ça parce que j'ai laissé suffisamment de délibération et d'actes politiques et administratifs derrière moi pour faire la démonstration que je suis pas du tout contre l'irrigation et je suis moi-même un modeste irrigant. Mon père était un gros irrigant puisqu'il était en monoculture de maïs irrigué pendant 35 ans et mobilisait 300 000 mètres cubes d'eau. Aujourd'hui, je suis sur des volumes qui pèsent à peine 10 000 mètres cubes. Donc j'ai fait une grosse réduction, mais je reste utilisateur d'eau. Donc j'ai aucun problème avec les logiques d'irrigation. J'ai aucun problème non plus avec le stockage de l'eau. Mon problème, il est de comment est-ce qu'on réalise ces stockages de l'eau et comment est-ce qu'on construit la trajectoire. Parce que quand on construit un projet de stockage de l'eau, on se projette sur plusieurs décennies. C'est pas régler le problème pour les 2-3 prochaines années, mais pour plusieurs décennies, c'est-à-dire 30 voire 40 ans quand on construit le stockage de l'eau. Et donc, on a des paramètres à intégrer quand on construit des projets comme ça avec une trajectoire aussi longue, qui doivent intégrer le changement climatique, qui doivent intégrer l'évolution du climat, qui doivent intégrer l'évolution de la pluviométrie, qui doivent intégrer les modalités d'accès à la ressource, et les projets tels qu'ils sont conduits aujourd'hui n'intègrent pas ces enjeux-là et emmènent, y compris les agriculteurs concernés qui vont financer lourdement ces projets, dans des impasses assez rapidement, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des endettements très lourds à supporter et un accès à la ressource qui sera pas au rendez-vous de ce pourquoi ils ont mis autant de financement. Donc c'est extrêmement bienveillant, y compris à l'endroit des agriculteurs, que de les alerter sur le fait qu'on doit effectivement ne pas renoncer à l'irrigation, on doit effectivement construire du stockage, mais le construire pour qu'il soit efficace sur une trajectoire projetée à 30 ou 40 ans. Bon, on a eu une petite coupure là sur le direct, mais ce n'est pas grave du tout. Ce que je retiens, Benoît Biteau qui est d'accord pour des réserves d'eau, c'est pas du tout l'image que j'avais jusqu'à présent. Mais c'est dommage parce que si ceux qui veulent me cornériser dans cette logique-là ne se sont jamais appropriés. Je peux vous transmettre ma dernière contribution que j'ai faite à la dernière enquête publique sur les retenues de substitution dans le Marais Poitevin et que j'ai transmis au préfet. Donc ceux qui lisent dans cette contribution une opposition radicale, dogmatique aux réserves d'eau, moi je leur dis qu'ils savent pas lire. Hein, je suis aussi clair que ça et je suis très à l'aise parce que
cette contribution sur ce projet-là s'inspire à la virgule près de la délibération que j'avais posée en octobre 2011 quand j'étais vice-président de la région. Donc on peut me taxer de beaucoup de choses, mais je suis dans la constance, et la constance sur ce sujet-là, ça n'a jamais été d'être opposé au stockage de l'eau et jamais de n'être opposé à l'irrigation. Bon, Benoît, quand je regarde un peu les messages, il y a beaucoup de messages qui disent arrêtez l'agribashing, enfin arrêtez les écolos de nous taper dessus. On a l'impression que les agriculteurs, dont tu fais partie, justement, sont toujours attaqués par les écolos. Il n'y a pas moyen un peu de faire l'union sacrée ? Moi, je pense que... Alors, moi je suis agriculteur, je côtoie beaucoup d'agriculteurs. Moi, je travaille avec mes voisins, on est en CUMA, donc on utilise du matériel en commun ensemble. Moi, je pense être bien intégré dans mon environnement, en tout cas local. Et me disent, on est parfois en difficulté avec le regard, avec l'impression que nous donnent les citoyens sur nos activités. En revanche, pour côtoyer aussi les citoyens dans ma vie d'élu, je ne connais personne qui veut pendre haut et court des agriculteurs. Ce qui est reproché aux agriculteurs, c'est des pratiques agricoles, mais c'est pas une volonté de contester les agriculteurs. Et moi, je pense qu'on peut restaurer, et moi je m'y attache, et j'essaie de le faire, restaurer le dialogue et réconcilier les agriculteurs et le reste du monde, mais je pense que tout le monde doit faire un pas. Et la raison pour laquelle je pense qu'il y a cette défiance, on va l'appeler comme ça, du reste du monde à l'égard de l'agriculture, c'est que on omet, je pense, trop souvent, quand on est agriculteur, que notre activité perçoit de l'argent public et accompagnée par la fiscalité des contribuables, qui fait qu'une partie des revenus des agriculteurs est comme plein d'autres domaines. Ouais. Oui. Mais plein d'autres domaines. Si on prend par exemple l'éducation et les milliards que coûte le budget de l'éducation, et qu'on voit le niveau de nos enfants dans un monde qui va transformer, on doit préparer nos enfants à savoir rebondir. Il y a autant de critiques sur le budget où il y a 1 milliard d'euros pour un gros budget pour l'enseignement. Vous me piégerez pas dans un débat où on oppose les enjeux. Moi, ma réponse à ça, c'est l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des choses à dire sur d'autres secteurs d'activité qu'on doit pas, nous, au motif qu'il y a des problèmes ailleurs, ne rien faire parce qu'il y a des problèmes ailleurs. Moi, je dis que la bonne démarche, c'est régler nos problèmes pour justement et ça n'empêche pas qu'il faille régler aussi les autres. Voilà, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Faut le faire sur des choses objectives. Enfin, vous en parliez tout à l'heure pour les retenues d'eau, c'est-à-dire que oui, on peut se baser sur des critères objectifs pour le faire. Et il se trouve que beaucoup des critiques qui sont formulées à l'égard des agriculteurs ne sont pas basées sur des choses objectives. Et c'est un des gros problèmes. Ne tiennent pas compte des progrès faits par l'agriculture française. Il y a plein de classements internationaux, il y en a plusieurs qui placent l'agriculture comme les systèmes alimentaires, il n'y a pas que l'agriculture dedans, les systèmes alimentaires en France sont les plus durables au monde. Donc on n'est pas parfait et c'est clair qu'il y a plein de pratiques qui sont encore à faire évoluer et on voit ils bougent, l'agroécologie, l'agriculture de conservation des sols, l'HVE. Il y a 10-12 ans, quand c'était mis en place, l'HVE, ça bougeait pas du tout. Maintenant, c'est les agriculteurs qui prennent à bras le corps sur plein de dossiers. Et donc, l'agriculture française progresse et il y a quand même un gros décalage et on a l'impression que certains élus Europe Écologie Les Verts tapent dessus par réflexe. Alors, parfois. Et c'est moi, je peux pas laisser dire ça. Je peux pas laisser dire ça parce alors, que je disais pas que par vous, hein, mais pour les colza par exemple ou des choses comme ça. Les colza pulvérisés au glyphosate tous les jours, ça c'était des trucs qui sont durs à entendre pour des cultures aspergées de glyphosate. Bon, les gars ils trouvent ça dur et un peu malhonnête c'est surtout la formule est trop rapide quoi. Du colza aspergé au glyphosate, il n'y aura pas un bon rendement, on est d'accord. On est d'accord. Mais moi, pour côtoyer, alors moi, pour être clair, je suis pas adhérent à Europe Écologie Les Verts, donc je suis pas dans les coulisses du logiciel politique. En revanche, je côtoie beaucoup d'élus d'Europe Écologie Les Verts, puisque je siège dans le groupe des eurodéputés Europe Écologie Les Verts. Et chez mes collègues eurodéputés, je n'en connais aucun qui soit en but avec le monde agricole.
au contraire, moi je trouve qu'ils sont attentifs et qu'ils sont bienveillants à l'endroit du monde agricole, parce que le logiciel agricole qu'ils proposent est un logiciel agricole qui permet effectivement de satisfaire les attentes sociétales dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui vise aussi à soutenir le revenu des agriculteurs. Je parlais de rémunération tout à l'heure quand on parlait de la dimension climatique avec le carbone. Ils essaient de réfléchir à des politiques publiques qui viendraient rémunérer des pratiques vertueuses du monde agricole, qui viendraient rémunérer des services rendus pour l'intérêt commun, et donc qui participent à ce que les agriculteurs s'en sortent finalement beaucoup mieux. Donc moi je les trouve au contraire bienveillants à l'égard du monde agricole. Après on peut pas empêcher effectivement que des ignorants de ce que sont les pratiques agricoles racontent des énormités comme celle du glyphosate sur le colza. On est d'accord là-dessus. On a un exemple très intéressant avec Gabriel. Oui. Gabriel, écolo, qui découvre le monde agricole. Oui. Justement, quelle est ta façon de voir la problématique? Oui, alors moi je suis pas du tout d'accord avec Benoît Biteau sur ce coup-là. Je pense qu'il y a un discours des écologistes politiques qui est très critique vis-à-vis de tout ce qui n'est pas agriculture biologique locale, paysanne. Et vous-même, Monsieur Biteau, je suis désolée, je vous ai déjà entendu sur des conférences parler d'empoisonner. Vous avez donné le terme empoisonné quand vous parliez des autres agricultures qui n'étaient pas bio. Et alors cette simplification à l'extrême que vous avez dans les milieux écologistes politiques, qui est quand même une tendance, je suis désolée de dire, au-delà de la bio locale, point de salut, donc, et de dire que tout le reste c'est vrai que vous ne critiquez pas forcément directement un agriculteur, encore que sur les réseaux sociaux, c'est très violent, mais quand même, il y a une généralisation, il y a le fait de dire, en dehors de la bio, vous êtes des empoisonneurs. Moi, je trouve ça très violent, et il y a pas que ça. Il y a quand même. Enfin, moi, j'ai voté écolo pendant des années, en pensant que effectivement, en croyant tous ces discours, en pensant que la bio c'était vraiment ce qu'on pouvait faire de mieux pour l'écologie. Je pensais vraiment que j'ai d'ailleurs créé une AMAP il y a quelques années parce que j'étais persuadée que c'était ce que je pouvais faire de mieux dans l'écologie en agriculture. Je suis très fière de l'avoir faite et cette AMAP fonctionne encore. C'est pas le sujet, mais au-delà de ça, j'ai découvert entre-temps les différentes agricultures. J'ai découvert qu'il y avait plein de façons de faire de l'écologie en agriculture qui sont pas forcément de l'agriculture biologique. J'ai découvert qu'en fait tous ces discours que vous n'avez pas l'impression qu'ils sont violents, mais parce que vous avez des convictions, vous êtes persuadé que votre façon de travailler est de loin sans doute la meilleure, mais il y a d'autres façons de travailler. Ici, là, nous avons Jean-Baptiste Verviers qui fait de l'agriculture de conservation des sols. Moi, ça a été une révélation, l'agriculture de conservation des sols. Il faut savoir que c'est, peut-être tu en parleras mieux que moi, Jean-Baptiste, mais c'est une agriculture régénératrice qui a pour but de recréer de la vie dans le sol, de recréer, de capter du carbone. Pour moi, il y a pas plus d'écolo, quoi. Et alors, par contre, on utilise un peu de glyphosate. Alors, le glyphosate, je sais que c'est quand même un de vos totems. Je suis désolée, EELV et le glyphosate, on ne peut pas en parler avec vous. Donc, il y a quand même des usages du glyphosate, par exemple, qui sont super intéressants et qui peuvent permettre à des terres de se régénérer. Donc, moi, il me semble quand même qu'il y a un discours. Excuse-moi, je suis un peu longue, mais un discours oui, parce que je suis désolée, j'ai vécu ça. Gabriel, je vais répondre, Gabriel, parce que c'est il vous semble, et vous avez bien raison de dire il vous semble, parce que je vais être très clair, je voudrais que vous me trouviez sur les réseaux sociaux à un moment où moi j'agresse des agriculteurs. En revanche, moi j'ai saisi à plusieurs reprises la cellule Déméter, parce que moi je suis agressé sur les réseaux sociaux avec une violence assez redoutable, alors que je n'attaque personne jamais frontalement. Donc là-dessus, on va être clair. Moi, et la cellule Déméter a instruit les demandes, parce que effectivement, il y avait de la diffamation, il y avait de la calomnie, il y avait de la violence, il y avait du mensonge, et il y avait beaucoup d'agressivité. Donc moi, je suis à l'aise, parce que moi, c'est pas la pratique qui est la mienne d'agresser les gens. Et donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que si vous écoutez mes conférences, je ne parle jamais d'agriculture biologique, je parle d'agroécologie. Tout simplement parce que pour moi, l'agriculture biologique, pour qu'elle soit bien conduite, pour qu'elle soit suffisamment productive, pour qu'elle soit suffisamment rémunératrice pour l'agriculteur, que ce soit pas un effet d'aubaine pour aller capter des aides publiques, elle doit être une conséquence de l'agroécologie. Et non pas l'inverse. D'accord. Et donc l'agroécologie, moi, je ne parle que d'agroécologie. Effectivement,
quand je parle de certains pesticides, je parle d'empoisonnement des riverains, je parle d'empoisonnement de la biodiversité, je parle d'empoisonnement du climat. C'est un empoisonnement dans sa grande globalité. Et je m'autorise à le faire parce que en pratiquant l'agroécologie, il y a des alternatives qui s'affranchissent des pesticides et qui fonctionnent et qui rivalisent en productivité, je répète, qui rivalisent en productivité avec des logiques qui utilisent des pesticides. Et vous m'avez parlé d'agriculture. Vous m'avez parlé d'agriculture conservation des sols. Eh bien, il s'avère que je suis certifié à l'agriculture biologique. Je pratique l'agroécologie et je considère que la forme la plus aboutie d'agroécologie, c'est une agroécologie qui n'utilise plus aucune substance de synthèse. Et je suis moi-même en agriculture conservation des sols, mais sans glyphosate. Donc, on a encore un delta de progrès qui permet. Et donc, pour moi, l'agriculture conservation des sols, c'est une révélation. Mais pour qu'elle soit totale, il faut effectivement réussir à se passer du glyphosate. Et je vais pas faire de prosélytisme trop longtemps, mais j'ai consacré 10 pages de mon livre à l'explication de pourquoi est-ce que le glyphosate était antinomique avec une approche agroécologique. Je vous invite à les lire et vous comprendrez pourquoi, effectivement, je suis un peu rugueux avec le glyphosate, parce que comme je vous l'ai dit, je suis aussi agriculteur sur une zone qui s'appelle le bassin ostréicole de Marennes-Oléron et que je ne peux pas m'autoriser, en tant que paysan, de mettre en difficulté une activité aussi authentique, aussi emblématique et aussi identitaire que l'huître de Marennes-Oléron sur mon territoire, qui par ailleurs fait 5 fois plus d'économie que l'agriculture sur ce même périmètre. On va écouter Eddy Fougier, c'est un politologue, je ne sais pas si vous le connaissez, il va nous montrer une approche pragmatique justement de l'agroécologie. La Bio-Vallée, c'est une région dans la Drôme, qui est déjà le premier département en France pour le bio, et c'est la région où il y a à peu près un tiers de la population, des exploitations agricoles qui sont passées en bio. Et c'est assez intéressant parce que il y a tout un écosystème bio, de l'amont jusqu'à l'aval, jusqu'à la distribution, et surtout, ils ne sont pas nécessairement dans une logique de nature idéologique. Il y a cette idée de passer à une agroécologie, mais sous la forme d'une innovation, où ils vont effectivement essayer de régler un certain nombre de problèmes auxquels les agriculteurs sont confrontés sur les nuisibles, mais avec la contrainte qui consiste à ne pas passer par le chimique. Et ça fonctionne assez bien, compte tenu de la situation du terrain, où c'est plutôt du maraîchage et de la viticulture, et compte tenu aussi de la tradition de cette région, qui est une région un petit peu résistante, un petit peu contestataire, et donc qui a décidé de passer à cette vision un petit peu alternative, cette bio-vallée, en commençant tout simplement par nettoyer la rivière qui s'appelle la Drôme. Et ils se sont aperçus effectivement que c'était un moyen d'éviter que les jeunes partent. Et donc, ils sont passés à la deuxième phase, c'est-à-dire l'idée de miser sur l'agroécologie. Alors, j'ai une vraie Jean-Paul, je voulais quand même réagir à ce qu'avait dit monsieur. Oui, de façon courte, on arrive à la fin de l'émission. Oui, là, je vais faire court, t'inquiète. Moi, je suis quand même un peu choqué quand vous dites il y a des pratiques qui empoisonnent. Le terme d'empoisonner, c'est quand même vachement fort. Et les agriculteurs, au sens large, de toute façon, ils respectent quand même des produits avec des doses homologuées. Et vous nous avez fait un laïus tout à l'heure en disant, il y a des côtés réglementaires. Là, c'est réglementaire. Et en fait, des produits ou des teneurs qui dépassent des taux légaux sur l'eau, l'air, ou dans les usages, ou même dans les végétaux, ils sont pas si nombreux que ça. Par contre, quand c'est des produits importés de l'étranger qui dépassent les trucs, là, il y a moins de monde qui vient bagarrer pour fermer les frontières. Là, c'est un truc qui me choque toujours, parce que c'est là où on n'est pas cohérent. Et c'est là où le discours, à mon avis, il est difficile à entendre, parce que même du côté des agriculteurs, il y a des choses qu'on doit améliorer, il faut le reconnaître. Il ne faut pas être noir ou blanc, les gentils, les méchants. Comme dans le bio, parce que j'utilise pas de produits de synthèse, je suis forcément bon. Ouais, on est agriculteurs tous les deux, on sait très bien qu'il y a des produits naturels, il ne faudrait pas le sniffer trop fort, on pourrait aussi avoir des problèmes, quoi. Donc, moi, j'en utilise pas. Noir ou blanc, quoi. Moi, ça fait 14 ans que je suis agriculteur, j'ai même pas Certicito parce que je n'utilise absolument aucun produit et j'en suis assez fier qu'il soit de synthèse, bien sûr, parce que je suis certifié bio, mais surtout même pas non plus d'origine végétale ou minérale. Très bien, mais après l'agriculture, on sait que l'agriculture est dans la nature et elle est attaquée. Juste une anecdote quand même, moi j'ai reçu sur ma ferme, depuis que je suis agriculteur, ça fait 14 ans, j'ai reçu des familles de gens qui venaient de la ville, qui avaient fait le choix de s'installer en campagne. Et c'est pas une ou deux, c'est malheureusement beaucoup trop,
et leurs enfants sont devenus malades et le diagnostic du médecin était extrêmement précis. Et c'était l'exposition, parce qu'ils sont des riverains à des gens qui utilisent beaucoup de pesticides, l'exposition aux pesticides qui a rendu leurs enfants malades. Ils ont quitté la ville pour installer leur famille dans des zones préservées et ils se retrouvent avec leur gamin atteint de leucémie. C'est quand même un peu dramatique. Et donc il va falloir quand même. Non, les médecins. Moi, mon père, il a un cancer à cause des phytos, vous savez. Donc, je vois à peu près le sujet. Et je sais ce qu'il pratiquait. Je sais comment il pratiquait. Les mains jaunes pour mettre dans le trier la semence quand on avait de la poudre. Quand j'étais petit, je l'ai fait aussi. Donc, je vois ses pratiques. Et lui, moi aussi, je l'ai fait. Il a un cancer. Donc, je vois ce que c'est. Mais c'est multifactoriel aussi quand on a un cancer. Non, mais c'est pas que les phytos parce qu'on habite à côté des agriculteurs, quoi. Ma spécialité scientifique, j'ai été scientifique dans une autre vie. Ma spécialité scientifique, c'est la génétique. Et je peux pas vous avez raison. C'est-à-dire que il y a des prédispositions génétiques qui font que certains riverains des mêmes pesticides ne déclareront jamais rien et d'autres, effectivement, parce qu'ils ont une sensibilité génétique, vont tomber malades. Mais pour autant, est-ce que, au motif que certains sont plus sensibles que d'autres à ces sujets-là, est-ce qu'on continue comme ça? C'est ça la question que je pose. Moi, je fais le procès de personne. Je dis, la question que je pose, et c'est mon père qui m'a dit ça, qui a été agriculteur en chimie pendant toute sa vie, on me dit, mais écoutez-le, ce qu'il dit, mon fils. Il n'est pas en train de chercher des coupables ou faire le procès de qui que ce soit. Il est en train de vous parler de demain. Est-ce que demain, on peut continuer comme ça, avec les éléments de connaissance dont on dispose? Et c'est ça le débat que je pose, moi. C'est le seul débat que je pose, c'est est-ce qu'on peut construire l'avenir sur ces logiques-là, ou est-ce qu'on attrape le sujet à bras-le-corps? Et moi, je suis élu et je considère qu'on peut l'attraper à bras-le-corps en vous accompagnant avec des politiques publiques extrêmement ambitieuses. Et c'est en ça que les écologistes sont une main tendue à cette profession qui doit se réinventer, pour paraphraser quelqu'un que vous connaissez bien. Ça sera le mot de la fin, parce qu'on est déjà arrivé à la fin de l'émission, en sachant que Guillaume de Breuve nous a mis un petit message en disant « Je serais curieux que M. Biteau vienne partager ses analyses technico-économiques avec des CETA ou son CETA ». Donc c'est peut-être une invitation, on peut donner les coordonnées s'il faut. En tout cas, c'était avec grand plaisir. Bon, en tout cas, c'était vraiment une belle émission, parce que comme quoi, il y a moyen de discuter et d'aborder les sujets très directement. Voilà, c'est trop tard, on est arrivé à la fin de cette émission. Je tiens bien sûr, comme chaque semaine, à remercier Benoît Biteau, notre invité, d'avoir participé, les tontons farmers, d'avoir apporté la contradiction, ou des fois d'être d'accord. Je tenais aussi à remercier, bien sûr, l'association Cofarming qui est partenaire, et nos partenaires, la Banque Pop et le groupe Agrica, qui nous permettent de faire cette émission chaque semaine. Alors on se retrouve mardi prochain à 19h pour un sujet, faites-moi confiance, tout aussi décapant. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à toutes. À bientôt, au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à vous.